Alors par rapport à la question, qu'est-ce que ça veut dire être soi? Alors c'est une question complexe parce que on peut la voir sur plusieurs niveaux. Je m'explique. Depuis que je suis enfant, euh, moi je me considère comme quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher la vérité, c'est-à-dire chercher qu'est-ce qui est derrière ce que l'on voit, derrière les apparences, qui nous sommes réellement, qui nous sommes vraiment. Et j'ai cette recherche parce que petit, déjà que j'étais enfant, je voyais ce qui se passait autour de moi et je voyais énormément d'incohérences. Je voyais que quelque chose ne tournait pas rond. Les gens disaient des choses, faisaient autre chose, voilà, il y avait une incohérence continue. Et j'ai eu toujours cette impression que j'étais dans un film. Alors ça peut paraître bizarre comme sensation, et c'est bizarre, je vous promets, mais je suis dans un film, je suis coincé dans un film qui se déroule, et tous les personnages, en fait, ne sont pas réels. Bon, je prends cette référence parce que vous allez voir, c'est exactement euh, le sujet. Quand vous regardez un film, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous regardez un film, vous avez deux manières de regarder le film. Soit vous pensez que c'est vrai, vous vivez l'histoire comme étant vraie, tous les personnages sont vrais, tout ce qui ressent est vrai, ainsi de suite, hein, vous êtes dans le film. Hein, soit vous allez, euh, vous allez imaginer, vous allez sur place voir comment le film ça a été créé, comment on a contacté les acteurs, comment on leur a pris le rôle, comment on a construit les décors, tout ça en fait. Et si vous regardez cette partie-là, vous savez que les acteurs, eux, jouent un rôle. Voilà. Ils ne sont pas dupes, qui jouent un rôle. Donc, pour moi, la réalité, c'est que nous jouons, c'est cette construction-là, c'est-à-dire que nous sommes dans un grand film, nous sommes vraiment dans un film, et chacun de nous joue un rôle par rapport à ce film-là. Voilà. Et il y a plusieurs manières, donc, de prendre plusieurs positions. Donc, soit je ne sais pas que je joue un rôle, donc je suis l'acteur qui joue son rôle, mais qui s'est identifié tellement à son rôle qu'en fait, il ne sait plus que en fait, c'est un rôle. Donc il est prisonnier de ce rôle-là. Vous voyez. Et donc, bah, si c'est un rôle sympathique, eh bien, c'est sympa pour lui, puisqu'il va vivre des sensations agréables. Si c'est un rôle qui n'est pas très sympathique de gangster ou de personne dans le mal-être, eh bien, il va continuer à jouer ce rôle-là, en fait, pareil. Parce qu'il croit, il s'identifie à ce rôle-là. Bon. Donc quand on parle d'être soi, on pourrait déjà dire être soi, c'est respecter ce rôle, c'est-à-dire ben, continuer à être ce personnage-là, puisqu'en fait c'est notre rôle et le jouer le mieux possible. Voilà. Donc ça c'est déjà être soi. Mais ça c'est la façade. D'accord? C'est pas le vrai être soi. C'est le personnage. Et puis vous avez l'acteur qui lui sait qu'il joue un rôle. Donc émotionnellement, il essaie de jouer le mieux possible son rôle, mais il n'est pas pris dedans. Vous voyez, il sait qu'il existe en dehors de son rôle, qu'il a une autre vie et qu'il peut jouer tous les rôles possibles. Il n'est pas coaché à son rôle. Et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant, puisqu'en fait, euh, vous êtes dans la vie, ça vous rend, quand vous prenez conscience de ça, ça vous donne de détachement par rapport à tout ce qui vous arrive, c'est-à-dire que vous jouez votre personnage, mais en fait, vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas que ça. Voilà, c'est juste un ce moment dans votre vie, vous jouez ce rôle-là, et vous pouvez vous amuser à le jouer le mieux possible. Mais vous êtes conscient que vous n'êtes pas ce rôle-là. Ça, c'est le deuxième niveau, beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant. Et là, être soi, c'est encore autre chose. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que j'invite les gens, moi c'est mon boulot d'inviter les gens à aller à ce niveau-là,
ce qui leur permet d'avoir un- un autre regard sur la vie. Pour que les gens qui sont dans le premier niveau passent au second niveau, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film, il doit devenir un petit peu incohérent. C'est-à-dire que le rôle qu'il joue, à un moment donné, il doit plus... euh, ça, ça veut plus rien dire, en fait. C'est comme si vous jouez dans un film où il n'y a ni qu'une tête, où il n'y a aucun ordre, et que tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens, en fait. Le film dans lequel vous êtes n'a aucun sens. Et c'est ça qui vous réveille, et qui vous fait voir, en fait, que vous êtes dans un rôle. Bon. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, en fait, dans la société. Les gens se rendent compte que tout ce qu'on vit pratiquement n'a plus aucun sens. C'est-à-dire les gens partent travailler au boulot, ils font un travail qui ne les intéresse pas. Euh, nos élites en fait n'arrêtent pas de faire n'importe quoi. En fait, si vous voulez, tout est faux, tout est incohérent. C'est-à-dire que tout est tordu dans notre monde aujourd'hui. Il n'y a plus rien de naturel, plus rien de sain. Et ça, c'est ça qui nous réveille en fait. Ce qui me dit, mais c'est quoi ce truc dans lequel on est? Mais c'est quoi? C'est complètement délirant. Ça peut pas fonctionner comme ça, si vous voulez. Et ça crée un choc chez les personnes donc, qui fait qu'ils vont se remettre en question et être peut-être capables de voir euh, qui, qui- que tout ça est un jeu, quoi. Que tout ça est un film. Voilà. Donc si vous arrivez à voir que tout ça est un film, bop, vous sortez votre rôle. Voilà. Ça, c'est, on va dire, c'est comme un état d'éveil. Et la partie la plus profonde, c'est peut-être pas la peine d'en parler parce que ça perturberait peut-être les gens, enfin la majorité de nos auditeurs, mais on pourrait la décrire comme imaginez que vous prenez conscience que vous n'êtes pas un acteur, mais qu'il n'y a même pas d'acteur. Voilà. Ça serait ça au troisième niveau, de prendre conscience qu'il n'y a même pas d'acteur. Voyez. Donc là, c'est pas la peine d'y aller. On... c'est pas ce qu'on doit, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va repartir sur le sujet être soi, entre passer du premier niveau au deuxième niveau, qui est le plus intéressant. Et moi, par exemple, quand les gens viennent me voir en consultation, c'est ce que j'essaie de faire avec eux, c'est-à-dire de leur montrer, les détacher de leur personnage. Voilà, les détacher de leur personnage, leur montrer que c'est un personnage qui a été créé tout de pièces. Comment je fais? Déjà par l'observation de faits, tout bête. C'est-à-dire que tout ce que vous croyez être vous, en fait, vient des informations qu'on vous a mis dessus. Il faut savoir que nous sommes très basiques. Nous fonctionnons sur deux principes. Quand nous, quand nous sommes dans un corps qui fait de sensations, hein, les sensations, ça fonctionne toujours sur le même plan. Agréable, désagréable. Agréable, désagréable. Tout le temps. Il n'y a que ces deux fonctions. Bien sûr, il y a des variations. C'est plus ou moins agréable, c'est plus ou moins. Donc il y a une fonction neutre au milieu, on va dire, hein. Il y a une fonction neutre, très agréable, très désagréable et plus ou moins. Voilà, ça c'est les petits curseurs. Mais en fait, on ne fonctionne que sur ces deux fonctions. Et tout ce que vous faites dans votre vie, absolument tout, hein, vous pouvez prendre n'importe quoi, fonctionne sur ce principe-là. Et en général, nous sommes, enfin, sur le plan de survie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Parce que si nous n'avions pas cette fonction-là, bien sûr que nous ne pourrions pas survivre. C'est le fait d'écouter qu'est-ce qui est désagréable chez nous, euh, qui fait que, par exemple, si on était au bord d'un ravin, la sensation qu'on a serait désagréable.
Donc ça nous dit, attention, tu vas te couper, enfin tu vas tomber. Pareil, si on prend un couteau, qu'on commence à se l'enfoncer dans sa chair, ça devient désagréable. D'accord? Donc tout ça, c'est pour nous permettre de survivre, pour que notre corps survive. Donc sur le plan de la survie, c'est tout à fait quelque chose d'important. Et les gens devraient écouter ça. Simplement, ils ne l'écoutent pas. Là où ça devient plus compliqué, c'est sur le plan culturel. Le plan culturel est un modèle qui a été pris sur la survie. Je m'explique. C'est-à-dire on a mis en place des... La culture, c'est quoi? C'est toutes les croyances que nous avons sur les choses. Les avis que nous avons, par exemple, sur un tableau. Euh, nous regardons un tableau et nous allons apprécier ce tableau, nous n'allons pas l'apprécier. Voilà. Il va nous être agréable ou désagréable. Si on regarde fondamentalement pourquoi on le trouve agréable ou désagréable, on se rend compte que c'est parce que il va réveiller chez nous des sensations, les couleurs, ça peut être des couleurs, euh, des sensations qui pour nous sont agréables. Donc liées toujours qui sont agréables, donc qui nous font du bien, donc qui nous permettent de vivre. Il est toujours lié à la survie. Comprenez que c'est toujours lié à la survie. Quand nos parents s'occupent de nous, eh bien, pour nous, c'est agréable, puisqu'en fait, ils nous aident. On appelle ça de l'amour, en fait, mais c'est une sensation qui. Ils nous regardent avec amour. Pourquoi? Ils vont nous sécuriser. On ne va pas avoir de sensations désagréables avec des gens qui nous aiment. Ça ne peut pas arriver. D'accord? Donc, par contre, des gens qui ne nous aiment pas vont nous donner des sensations désagréables qu'on appelle le rejet. Voilà. Donc, soit nous nous sentons reconnus par les autres et nous sentons des sensations agréables, puisque si nous sommes reconnus, bien, nous pouvons continuer à exister. Qu'est-ce que nous vivons quand nous sommes bébés? Imaginez que vous êtes dans un corps physique et vous ressentez des sensations. Froid, chaud, faim, être repu, en fait des sensations, voilà. Et vous savez que le froid, en fait, conduit à la mort de votre corps, que la faim conduit à la mort de votre corps, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que vous savez implicitement. Donc vous allez dire, ben, le froid, la faim, c'est quelque chose de désagréable. Vous allez le juger comme désagréable. Voyez? Et tout ce qui est chaud, vous allez le juger d'agréable. Donc quand vos parents vous caressent, quand vos parents vous donnent à manger, qui vous disent des mots doux, tout ça vous est agréable parce qu'en fait ça permet à votre corps de continuer. Vous savez que grâce à ça, votre corps est en sécurité. Par contre, quand ils vous tapent, quand ils vous disent euh, quand ils vous laissent dans le froid, quand ils ne vous donnent pas à manger, voilà. Pour vous, c'est désagréable, donc vous le prenez comme, voilà, pour vous, c'est la mort. Donc tout revient à ces questions, est-ce que je suis suivi, est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais mourir? Tout revient à ça. Quand vous êtes dans votre corps physique, je parle, hein, parce qu'il y a notre niveau. Mais un bébé, voilà, il est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à reproduire toujours des sensations agréables et repousser les sensations désagréables le plus possible. Voilà, on va faire que ça. Tout ce que vous avez mis en place dans votre vie n'est que ça. Et pour chacun de nous, certaines choses sont agréables, pour d'autres non, c'est autre chose. Ce qui est pernicieux, ce qui est très vicieux, c'est que par exemple, vos parents vous nourrissent, donc vous avez confiance dans votre corps, et en même temps, donc vous dites, ben, c'est des personnes qui sont bien pour moi. Et en même temps, par exemple, ce sont des racistes. Vous allez associer le fait que ces gens euh, sont des bonnes personnes, bonnes pour vous, avec le fait qu'être raciste c'est tout à fait normal quelque part, puisqu'en fait, si ce que ces personnes sont bonnes pour vous, tout est bon, quoi. Vous dissociez pas. Donc donc vous devenez un raciste sans vous rendre compte vous-même.
parce que ça n'a pas eu d'impact sur votre corps. C'est-à-dire, elle n'a pas eu d'impact sur votre corps. C'est pas quelque chose qui a été désagréable. Donc vous avez pris la croyance de quelqu'un, d'une personne, vous l'avez associé à quelque chose de positif, sans percevoir qu'en fait, parce que pour vous, pour votre corps, ce n'est pas désagréable. Par contre, si plus tard, parce que vous êtes dans votre pays, voilà, tout le monde est blanc, bon, donc vous êtes blanc, on est raciste envers les noirs par exemple, donc ce n'est pas désagréable pour vous. Donc vous devenez raciste, c'est logique, et vous ne remettez jamais ça en question. Par contre, vous allez vivre dans un pays où tout le monde est noir et vous êtes le seul blanc, par exemple, et qu'eux aussi sont racistes. Et là, ils vont vous renvoyer des sensations de rejet. Et donc pour vous, ça va être désagréable. Et là, vous dire, ah oui, mais le racisme, c'est pas bien. Vous voyez, ce truc, c'est aussi basique que ça. C'est terrible. Et là, ça va changer votre croyance en disant, ah oui, mais c'est pas bien être raciste. Non, parce qu'en fait, c'est désagréable. Ok, voilà. Donc, selon le milieu dans lequel vous avez grandi, soit c'est les mêmes choses. Vous prenez le racisme, je prends un truc parce que c'est important, mais c'est soit agréable, soit désagréable, selon que ça vous a impacté ou pas. Comment vous l'avez vécu, en fait. Vous voyez? Donc, tout est absolument relatif. Tout ce que vous croyez être vrai, c'est juste est-ce que ça vous a été agréable ou désagréable. C'est comme ça que ça marche. En fait, c'est vraiment comme ça que ça marche. Je vous demande pas à me croire, observez-le. C'est-à-dire que observez vos sensations, vous allez dans votre corps et chaque fois que vous faites quoi que ce soit, observez vos sensations. Quel est le ressenti dans vos tripes? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Le problème, c'est que on s'est tellement écarté de nos sensations que, en fait, on ne ressent plus ça. Les gens ne sont plus à l'écoute de leur ressenti. Et donc, à partir de là, bah, ils n'ont plus de guidance intérieure pour leur dire ben, c'est bien pour toi mon gars ou c'est pas bien pour toi, n'y va pas là. Ok, il n'y a plus de guidance intérieure. Vous voyez? Donc, mais si vous écoutez vraiment, vous le savez. Il y a aucun doute. Donc il y a des gens qui viennent qui sont dans une situation, si je leur demande si c'est une situation qu'ils vivent, est-ce que pour eux c'est agréable ou pas, ils savent me répondre en général, mais ils ne se posent pas de bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi on est arrivé à cette confusion où les gens ne savent plus écouter leur ressenti? Parce que nous naissons dans un environnement où les gens sont fous. Les gens ne sont plus déjà à l'écoute de leurs sensations. Donc la majorité des gens sont incohérents. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ils sont incohérents. Donc quand vous naissez dans ce monde comme ça vous crée un flou aussi, parce que si vous écoutez vos sensations, vous savez que vous avez raison, mais tout le monde vous dit que vous avez tort. Donc vous dites quelque part quelque chose qui dit, mais en fait ma sensation n'est pas bonne. Hein, ma sensation n'est pas juste. Ils sont 4 ou 5 à me dire que ma sensation n'est pas juste, en fait, bah, ils doivent avoir raison, vous voyez, vous faites confiance aux gens autour de vous. Bon, voilà. Et donc, petit à petit, vous n'écoutez plus vos sensations puisque les gens autour de vous, en fait, ne sont déjà plus à l'écoute de la leur. Vous voyez le truc? C'est compliqué. Enfin, j'essaie d'expliquer ça de manière claire, mais c'est pas simple. C'est-à-dire que pour survivre dans un monde qui est déjà fou, les gens se sont adaptés. Ils sont devenus fous eux-mêmes. C'est un cercle vicieux. Euh, Quand vous êtes quelqu'un de sain, on va dire quelque part de sain qui est à l'écoute de sensations, qui est à l'écoute de ses sensations, qui la guide en fait, hein, et que vous arrivez dans un monde où les gens n'écoutent pas leurs sensations, donc en fait vous devenez comme eux, petit à petit. Vous voyez? Et je vous promets
que le monde dans lequel nous sommes, personne n'écoute ses sensations. Très peu de gens écoutent vraiment leurs sensations intérieures. On est tous devenus fous. Hein, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre histoire où euh, pour survivre, en fait, et c'est toujours pareil, c'est pour survivre, on n'écoute pas notre ressenti. Hein, c'est le besoin d'appartenir au groupe, parce que voilà, c'est le besoin d'appartenir au groupe qui fait que si la majorité du groupe parle comme ça, ben, on va faire exactement comme eux. Voilà. Ça, c'est une notion très importante pour nous. Parce qu'écouter une sensation, ça voudrait dire être rejeté par le groupe. Donc pour nous, bah, c'est synonyme aussi de mort. Dans toute la culture qu'on a mis en place, il y a des choses qui sont bonnes dans la culture, des choses qui sont complètement débiles, qui, sont, qui, n'ont- qui ne sont pas vraies. Par exemple aussi, on vous donne à manger un plat, ça peut être des carottes. Voilà, on vous demande de manger des carottes. Bon, euh, vous mangez vous mettez la carotte à la bouche et en fait la sensation ne vous plaît pas. Par contre, votre mère vous dit, il faut que tu manges des carottes, c'est bon pour toi. Alors elle-même, est-ce que c'est une connaissance ou est-ce qu'elle-même, peut-être elle aime les carottes, peut-être elle les a pas aimées, mais comme on lui a dit que il fallait manger, elle a fait confiance. Donc elle a mangé les carottes et elle-même elle est pervertie. Donc votre mère vous dit, votre mère qui vous aime pour vous, puisqu'elle vous donne beaucoup de sensations positives, vous dit manger carottes, vous c'est désagréable, mais en fait vous dites bah voilà, je vais en manger puisque si je ne mange pas, en fait, elle va me rejeter ma maman, alors qu'en fait elle me donne beaucoup de sensations. Donc il y a plein de compromis comme ça, vous voyez. Je veux quand même, quoi. Donc je vais manger la carotte. Et je vais manger la carotte et au fur et à mesure, peut-être la sensation, bah, une fois que je vais accepter, ça va changer ma sensation et donc ça va créer une confusion chez moi entre ce que j'aime pas et ce qu'il faut que je fasse. Vous voyez? Mais je vais le faire. Et peut-être qu'à force de le faire, peut-être que le goût de la carotte va me devenir agréable. Vous voyez? Mais bon, ça c'est notre niveau, je ne vais pas parler de ça. Mais voilà comment on se pervertit, c'est-à-dire que les sensations que l'on a, par amour pour les autres, ou par conformisme pour pas être rejeté des autres, on se les prend sur nous. Mais c'est pas vraiment ce que nous on ferait en temps normal. Vous voyez? Et donc ça devient compliqué après, une fois que vous avez mis, parce que c'est des couches sur des couches sur des couches, une fois que vous avez mis tout ça, quand vous dites à quelqu'un être soi, ça veut dire quoi être soi? C'est compliqué. Parce que vous allez vous dire, ben, moi j'ai toujours mangé des carottes. Ma maman dit manger des carottes, j'aime les carottes. Donc les carottes, c'est être moi en fait. J'aime les carottes. Oui, mais est-ce que tu les aimais à la base? Non, je me suis conformé pour faire plaisir à mes parents. Et c'est pareil pour tous nos désirs, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Bah, en fait, on se rend compte que souvent, on s'est conformé aux désirs de nos parents. Soit pour faire la même chose, ou pour faire l'opposé. Mais en fait, on ne sait pas, nous, on n'a pas écouté notre propre désir profond de ce que vraiment on veut faire, on veut être dans la vie. Et donc, tout ce travail qui est proposé, que je propose par une thérapie, c'est d'aller voir quel est mon véritable désir. Qu'est-ce que vraiment j'ai envie? Voilà. Ça, vous pouvez le faire aussi seul, en fait. C'est-à-dire que ce qui est difficile de faire seul, c'est que euh, vous pouvez vous tromper. C'est-à-dire qu'on est tellement intoxiqué, on est tellement dedans que c'est compliqué de le voir. Mais en gros, quand même, vous pouvez quand même ressentir profondément si ce que vous faites vous fait vraiment envie ou pas. Si ça vous fait pas envie, si vraiment vous êtes, ça vous tord les tripes, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Ça, c'est clair. Voilà. Déjà, c'est un bon moyen de savoir
Mais vous allez me dire, ben ouais, mais là, je fais un travail qui me plaît pas. Vraiment, quelquefois, tous les matins, je me lève pour aller. Mais, mais j'ai peur de mourir, donc en fait, si je pense que je fais pas ce travail, je pense que je vais pas avoir d'argent, et donc je pense que je vais mourir. Et donc, je préfère être vivant et faire quelque chose qui me plaît pas, que vivre dans cette peur de mourir, en fait. Et oui, là, quand vous faites ça, vous êtes sincère. Ça, c'est être sincère, vous voyez. Vous reconnaissez quelque chose qui est vrai. Voilà, c'est là où vous en êtes, c'est ça, la sincérité. Et si tout le monde était aussi sincère que ça, ce serait pas mal. Même ça, on ne veut pas le regarder. On ne veut pas le reconnaître. Vous voyez, parce qu'on ne veut pas dire vraiment notre fragilité, ce qu'on vit réellement. On ne veut pas le faire. Et donc, ça crée un monde encore plus pollué que ce qu'il est. Donc, on n'est pas sincère et on n'est pas à l'écoute de notre ressenti. Vous voyez. Donc, le premier niveau, c'est être sincère, c'est reconnaître vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. Euh, je fais l'amour avec mon mari. Pourquoi je fais l'amour avec mon mari? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire l'amour? Est-ce que c'est vraiment un besoin? Ou j'ai peur que si je fais pas l'amour avec mon mari, il ne m'aime pas, je sois rejeté par lui. Vous voyez? On est tout le temps en train de faire des compromis, compromis sur compromis sur compromis sur compromis. Et en fait, on ne s'écoute pas. Et c'est là où on crée ce schisme, en fait, où on est des morts vivants. Vous voyez, on est fort de morts vivants par non-écoute de soi-même. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour s'écouter dans un monde où personne ne s'écoute. Vous voyez le truc? C'est que personne ne s'écoute autour de nous. Personne n'est sincère. Donc être sincère, waouh, je vous dis pas quoi, c'est ça, ça va choquer tout le monde. Mais en même temps, s'il faut bien que quelqu'un commence à le faire, si vous commencez à être sincère, ça peut inciter les autres à le faire. Donc il faut le faire d'une manière intelligente. Donc quand vous communiquez avec quelqu'un, quand vous vous relationnez avec quelqu'un, euh, je reprends l'exemple de mon mari a envie de faire l'amour par moi. Je vais dire, écoute, j'entends ton désir de faire l'amour, mais moi non, je n'ai pas envie. Là, je ne ressens pas. Ça n'a rien à voir avec toi, je ne te rejette pas. Mais moi, je ne peux pas, je n'ai vraiment pas envie. Donc, je te demande si tu m'aimes hein, quelque part, parce que si tu me respectes, voilà, de renoncer à cela, quoi, par amour pour moi. Voilà. Donc, si la personne vous aime, elle renoncera. Si ce qu'elle aime chez vous, c'est votre corps et pas vous-même, en fait, juste son propre désir, elle va faire la gueule. Voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc être très sincère envers soi-même, déjà c'est le premier pas. Voilà, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ce que je veux? Pourquoi je fais ce que je veux? Et je reconnais que là, ma peur de mourir est plus forte que ma peur de m'éclater dans ma vie. Donc pour le moment, j'en suis là. Tant que j'ai pas réussi à dépasser cette peur-là, on peut la dépasser. C'est-à-dire qu'on peut aller voir qu'en fait elle est fausse, cette peur. Mais elle est là. En attendant, tant que j'ai pas fait un travail sur moi pour la dépasser, donc je suis sincère. Comment on pourrait dépasser cette peur-là? Soit vous prenez conscience que vous n'êtes pas qu'un corps physique, que vous êtes aussi un autre corps, ce qu'on appelle le corps, un corps d'énergie, et qui lui est immortel. Ça, c'est ce qu'on découvre quand on pratique la méditation. Par exemple, quand on découvre la méditation, on se rend compte qu'on a un autre corps, qu'on en a même plusieurs. Les gens qui font, par exemple, des expériences de mort imminente se rendent compte qu'ils existent en dehors de leur corps physique, et donc, quand ils reviennent, ils sont totalement différents. Toutes les peurs pratiquement liées au corps physique ont disparu. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Donc si vous avez cette expérience que vous existez en dehors de votre corps physique, que vous êtes aussi un autre corps plutôt fait d'énergie, ça change la donne. Puisqu'en fait, votre peur de mourir euh, est beaucoup moins forte. Vous voyez, enfin, elle est toujours là quelque part parce que on n'arrive pas vraiment à se dissocier complètement de son corps physique, mais elle est bien moins forte. Ce qui fait que votre corps de plutôt vous éclater dans votre vie devient supérieur à votre peur de mourir.
Et donc là, vous allez ouvrir des portes, c'est-à-dire que vous allez accepter, vous allez quitter votre boulot. Et aujourd'hui, bon, ben, si vous quittez votre boulot, vous avez quand même on est dans un monde, c'est pas toujours le cas, mais il y a plein d'autres stratégies. Mais vous pouvez changer les choses. Vous allez dire, bon, ben, en fait, je vais mettre en place, je vais écouter mon désir pour apprendre exactement ce que je veux faire. Donc vous avez plusieurs systèmes. Vous allez soit passer à mi-temps, vous gagnerez moins d'argent, mais vous allez prendre votre temps pour travailler, pour faire vraiment le boulot que vous avez envie de faire. Soit vous allez arrêter totalement, parce que vous avez un peu d'argent de côté, vous allez, ou même vous allez vous retrouver au RSA, et grâce à ça, vous allez étudier pour faire votre boulot. Donc c'est une période de transition. Enfin, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va subvenir à vos besoins pendant que vous faites cette transition. Donc il y a plein de systèmes en fait. Mais c'est possible. Mais il faut que votre envie de, de vivre ce que vous voulez faire dépasse votre peur de mourir. Vous voyez le truc. Bon. Un autre point important, c'est que il faut comprendre toujours que tout ce que, tout ce que les autres projettent sur vous euh, n'a rien à voir avec vous. Voilà, n'a rien à voir avec vous. Quand une personne vous dit je te trouve beau, tu es intelligent, ou tu es moche, ou j'aime pas ta robe, en fait, il ne parle que de lui. Il ne parle que de ses références, de lui, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ça n'a absolument aucun rapport avec vous. Donc, comme cette personne s'est normalisée, c'est-à-dire que il a eu des expériences depuis qu'il est tout petit, qui lui a dit bah, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, donc il projette sur vous ce qu'il lui trouve agréable et désagréable. Mais pour vous, c'est peut-être autre chose qui est agréable et désagréable. Vous voyez, c'est pas, c'est lié à son expérience. Donc ce qu'il vous dit, il vous parle de lui en fait. C'est important ce que je vous dis, c'est très important. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez faire beaucoup moins cas de ce que vous disent les autres en fait. Puisque en fait c'est leur histoire. Si, j'aime pas ta manière à t'habiller, ils parlent de leur goût dans l'habillement. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous habiller comme vous voulez. Par contre, si vous voulez rester avec lui, vous allez devoir négocier être, pour pouvoir en fait rentrer dans sa structure. Soit lui montrer qu'en fait sa manière de voir est liée à sa propre histoire et que en fait il peut modifier la chose, ce qui est possible, hein, vous voyez. Soit vous allez vous conformer pour pouvoir recevoir son affection, vous allez vous conformer. Voilà, c'est deux possibilités. Donc, mais ça revient toujours aux positions d'agréable et désagréable.